La parole est à Monsieur Jacques Moignard. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur de la Commission mixte paritaire, Mesdames et Messieurs les députés, si de nombreuses mesures ont été prises au cours des récentes années pour faire progresser l'égalité entre les femmes et les hommes, aucune loi n'a encore eu l'ambition d'aborder de front l'ensemble des thématiques qui la concernent. Ce texte, issu de la Commission mixte paritaire que nous examinons ce soir, aborde donc l'égalité dans toutes ses dimensions, et c'est ce qui en fait sa force. J'évoquerai de façon très succincte 5 de ces dimensions, qui ont été d'ailleurs reprises par mes prédécesseurs. L'égalité professionnelle, la lutte contre la précarité des femmes isolées, la protection des femmes contre toutes les violences, la santé et le bien-être, la juste représentation des femmes dans la société, à commencer par l'égalité professionnelle. En dépit de l'adoption de nombreuses lois sociales, pour ne citer que la loi Roudy de 1983, sur l'égalité professionnelle, la place des femmes dans la vie économique est toujours marquée par de profondes inégalités. Ainsi, représentant la moitié des salariés du privé, elles n'occupent qu'un cinquième des postes de cadre dirigeants des entreprises du secteur privé. La situation n'est guère meilleure dans la fonction publique, où l'État et les collectivités locales devraient pourtant être astreints à un devoir d'exemplarité. Les femmes, bien que légèrement majoritaires, 52%, sont peu présentes dans les fonctions d'encadrement et les postes de responsabilité. Ces inégalités professionnelles se reflètent, et c'est bien connu, dans les revenus. Celui des femmes reste inférieur toujours de 25% à celui des hommes. Près d'une femme salariée sur 3 travaille à temps partiel, contre seulement 7% des hommes, et pour une part importante d'entre elles, avec un temps partiel qui est subi. Ces inégalités de situation se retrouvent jusque chez les personnes âgées. Les femmes perçoivent une pension de retraite d'un montant moyen 1/3 inférieur à celui des hommes. Je me dois à cette tribune de mettre l'accent sur cette préoccupation majeure qui concerne donc les obligations des entreprises à mettre en œuvre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. La délégation aux droits des femmes s'est saisie rapidement de cette question et a examiné les améliorations qu'il convenait d'apporter dans l'immédiat. Ainsi, dès novembre 2012, la délégation a adopté des recommandations avec notamment, pour ne citer qu'elles, la mise en place de dispositions appropriées indiquant que c'est par la voie de la négociation que sera privilégiée l'écriture du plan unilatéral de l'entreprise. Le projet de loi, en obligeant les organisations du travail à faire de la réduction des écarts de rémunération une priorité, réduira fortement cette inégalité. De même qu'en engageant une prestation partagée d'éducation de l'enfant, il favorisera le retour des femmes vers l'emploi et rééquilibrera la répartition des responsabilités parentales au sein du couple. D'ici à 2017, ce seront quelques 100 000 hommes qui, pendant 6 mois, pourront accéder, s'ils le souhaitent, donc au congé parental. Rompre l'inégalité passe également par un renforcement de la lutte contre la précarité des femmes isolées. Une mère sur 2, élevant seule ses enfants, dit ne pas arriver à boucler son budget sans être à découvert. Et pour cause, presque la moitié des pensions alimentaires sont payées de façon irrégulière, ce qui pénalise des centaines de milliers de femmes et d'enfants. La loi invente alors une nouvelle forme de protection sociale, une garantie publique contre les impayés de pensions alimentaires. Voilà un véritable remède qui, il faut le savoir, va positionner des attitudes désormais plus volontaristes. Autre pierre angulaire de ce projet de loi, la protection des femmes contre toutes les violences. Les violences faites aux femmes sont sans aucun doute la première source d'inégalité entre les femmes et les hommes. Il n'y a pas d'égalité pour une femme prisonnière chez elle ou qui est harcelée dans le cadre de son travail. La lutte contre les violences faites aux femmes est un préalable aux politiques d'égalité. Les violences faites aux femmes sont une réalité difficile à évaluer, notamment parce que, commises dans le huis clos du foyer familial ou à l'abri des regards, une très grande majorité d'entre elles ne sont ni signalées ni détectées. En tout état de cause, les auteurs de ces violences sexuelles sont dans l'immense majorité des cas des hommes. Donc, outre le plan d'action triennal lancé par le gouvernement pour mieux protéger les femmes victimes de violences, cette loi prévoit notamment l'accélération de la délivrance de l'ordonnance de protection et d'allongement à 6 mois, renouvelable de la durée pour laquelle les mesures d'une ordonnance de protection sont prises. Elle affirme aussi le principe d'éviction de l'auteur de violences du domicile et le maintien de la victime dans le logement. Car trop souvent, cette décision demeure encore une exception. Ces dernières années, à peine un quart des affaires traitées ont fait l'objet de telles mesures. L'éviction de l'auteur doit devenir le principe et l'avis de la victime recueilli systématiquement. Cela répond à un principe de justice, pas de double peine pour la victime.
Également, la mobilisation doit porter sur la santé, le bien-être et le bonheur, et non sur des archaïsmes éhontés. Il faut donc se féliciter de la suppression par cette loi de la notion de détresse pour recourir à une interruption volontaire de grossesse. Désormais, une femme pourra y recourir, comme le dit le texte, si elle ne veut pas poursuivre une grossesse, c'est-à-dire ne peut être enfermée dans une situation qu'elle ne peut maîtriser, qu'elle subit. Autre volet important de ce texte, assurer une juste représentation des femmes dans la société, dans toutes les sphères de la société, à commencer par la nôtre, élue de la nation. Malgré des progrès notables dus au dispositif mis en place par la loi constitutionnelle de juillet 1999, qui a inscrit l'objectif de parité dans notre Constitution, les femmes continuent à être sous-représentées dans les assemblées parlementaires et les collectivités territoriales, sauf ce soir où j'ai calculé qu'il y avait plus de femmes que d'hommes dans l'hémicycle. Ce projet de loi traduit l'engagement du président de la République de renforcer les modulations financières pour les partis politiques qui ne respectent pas les objectifs de parité. La réforme doublera donc les pénalités applicables aux partis qui ne respectent pas la parité aux élections législatives. Et elle appliquera le principe d'une représentation équilibrée dans diverses instances, fédérations sportives, chambres de commerce, d'agriculture, etc. Pour conclure, parce que cette loi s'adresse à toutes et à tous, parce que c'est une loi de progrès pour les femmes comme pour les hommes, parce qu'elle porte en elle les conditions d'une égalité réelle entre eux, parce qu'elle fera évoluer durablement les comportements, enfin parce que cette loi, au-delà des femmes et des hommes, est une loi pour une humanité en marche. Pour toutes ces raisons, le groupe radical, républicain, progressiste et démocrate y apporte tout son soutien. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. Et la